Ici Saint-Étienne-Loire. 18h-19h, 100% synthé. Votre émission d'actu des Verts 100% synthé à la radio et sur YouTube. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à 18h05. Émission spéciale ce soir puisque la procédure de dissolution des supporters ultra des groupes de l'AS Saint-Étienne, bien évidemment qu'elle en est au stade de la commission consultative et on a hâte de savoir ce que ça va en dire de ce côté-là. Et forcément, cet avis consultatif, il compte pour beaucoup lors de la décision du ministère de l'Intérieur, si oui ou non. Voilà, il y aura dissolution. À mes côtés pour en parler, Nicolas Georgeot, journaliste d'ici Saint-Étienne-Loire. Salut Nicolas. Salut Martin, salut à toutes et à tous. On va bien évidemment avec vous aussi débriefer la 30e journée de Ligue 2, ASS USL Dunkerque et cette victoire 2-1. Vous étiez commentateur sur cette rencontre. Joris Sabi d'Envers contre tous avec nous également. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Et Alain Blachon, bonsoir à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à nos côtés Alain Blachon. Ai-je besoin de rappeler que vous étiez entraîneur adjoint sous l'ère Galtier? Non. 100% synthé, ça commence bien. Ici Saint-Étienne-Loire. 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. En l'absence d'informations pour le moment qui a filtré après cette commission consultative pour la dissolution des groupes ultra, on va commencer cette émission assez sobrement et simplement en revenant sur la 30e journée de Ligue 2. 100% synthé, le match. Avec un contexte donc de manifestation forcément avant la rencontre, un cortège qui a réuni 4300 personnes 3 heures avant le coup d'envoi de cette 30e journée, sans le COP Sud, cette rencontre également avec un COP Sud qui perdait son deuxième match de suspension à domicile, contexte donc forcément très particulier. Le chaudron ne se dissout pas, des mots qui étaient visibles également sur le terrain, sur le maillot des hommes de Philippe Montagnier lors de l'échauffement. Mais lorsque le match démarre face à l'USL Dunkerque, les esprits se reconcentrent immédiatement sur l'enjeu de la rencontre. Aymen Mouefek, la frappe, c'est arrêté par le gardien, peut-être en deux temps, non finalement c'est repoussé par l'USL Dunkerque, récupéré par Alan Minguet, ah là là, mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Aymen Mouefek, la fan de frappe en mettre dans le vent son défenseur, et derrière c'est trop imprécis le face-à-face. Énormément d'intensité dès la 5e minute de jeu, une tentative de Mouefek repoussée par un grand Mathis Niflor quand même, il faut le dire, à 19 ans, qui livre une prestation XXL dans les cages nordistes, nouvel arrêt de sa part à la 21e, mais lors de la relance de Dunkerque, tout cela manque de justesse. Attention, les Verts, tiens, un nouveau Presbert, Lucas Tassa qui n'a plus qu'à glisser le ballon au fond défilé, l'énorme erreur dunkerquoise, ça profite au Verts, Saint-Étienne, magnifique, merci Lucas, l'offrande de Dunkerque. 1-0 à la 22e et à peine avons-nous le temps de nous réjouir. Le tentative de dribble, qui est pris entre deux joueurs de la Saint-Étienne et penalty pour Dunkerque. Thomas Robinet, le ballon sur le côté gauche et c'est le but pour Thomas Robinet qui vient égaliser pour cette équipe dunkerquoise. Et forcément, un partout, tout est à refaire. Les Verts poussent mais ne parviennent pas à marquer. Une statistique tout de même 13 tirs à la mi-temps du côté de Saint-Étienne, 4 seulement du côté dunkerquois. Et sur les 13 tirs, il y a 4 arrêts décisifs de Mathis Niflor. Alors comment inverser la tendance en deuxième période? Peut-être faire venir ça des rentrants avec un Mahmoud Jaber, un Joshua Dufus, un Igor Miladinovic qui entre en jeu et puis à la sauce. Les Verts qui récupèrent un très bon ballon, la Zoïko Davidashvili entre la surface de réparation, la de Zoïko Davidashvili et le but du Géorgien qui vient mettre Saint-Étienne devant le top nord qui exulte. Et ça fait 2-1 pour la Saint-Étienne à la 66e, un score qui ne bouge pas dans les 20 dernières minutes. 3 points donc bien mérités pour les hommes de Philippe Montagnier qui célèbrent leur résultat en brandissant à leur tour une banderole. Le chaudron ne se dissout pas devant le COP Nord et avec cette victoire, Saint-Étienne compte désormais une avance de 3 points sur le Mans au classement. Messieurs, on va revenir sur cette rencontre face à Dunkerque. Il faut dissoudre ici Saint-Étienne. Pourquoi? C'est des fous furieux. Attention, monsieur Blachon, je vous permets pas. Vous êtes invité quand même dans cette émission. Plus simple, monsieur Blachon, je suis d'accord. Non, Nicolas Georgeot, ça va les pastilles? Non, mais écoutez, on parle souvent de Jérémy Marélier, mais quand c'est Nicolas qui commente, il va c'est aussi. pas mal. Voix rauque. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce match-là demandait à avoir une belle voix parce que malgré un cop en moins, il y avait encore une super ambiance. Et puis il y a eu, comme vous l'avez dit Martin, une intensité assez folle dans ce match. 13 tirs à la mi-temps, 20 à la fin de la rencontre,
20 contre 6 ou 7, je crois. Et puis à chaque fois des situations, Joris, qui... début de match notamment où les Dunkerquois sont restés fidèles à eux-mêmes en fait en voulant ressortir d'en bas finalement, de derrière. Alors ça a parfois marché, on a vu d'ailleurs sur une des premières actions dunkerquoises ça marche, ils ont aspiré les Verts au pressing et ça a été très dangereux pour l'AS Saint-Etienne qui aurait pu concéder l'ouverture du score. Par contre quand ça n'a pas fonctionné et quand le pressing stéphanois a été bon, à l'image de Boakier qui a récupéré ce ballon très haut, et ça a fait beaucoup de mal à cette équipe de Dunkerque. Donc c'était un petit peu la clé du match. On savait, on l'avait dit avant le match que Dunkerque n'allait pas revisiter sa façon de jouer. C'est une équipe en plus qui joue plus grand chose en championnat. Et franchement, moi, elle m'a plu cette équipe dunkerquoise. Je préfère voir des matchs comme ça avec deux équipes qui essayent de jouer au ballon que voir ce qu'on voit quasiment les 2/3 du temps, c'est-à-dire une équipe qui attend bas l'AS Saint-Etienne qui doit faire des différences dans les 30 derniers mètres. Donc non, c'était un match plaisant et les Verts ont fait ce qu'il fallait pour le gagner. Alain, à part nous dire qu'il faut dissoudre ici Saint-Etienne-Loire, est-ce que vous avez une lecture sur cette rencontre en 30e journée de Ligue 2 ? Joris a dit beaucoup de belles choses, donc c'est vrai que pour faire un beau match, il faut deux belles équipes, et on avait deux belles équipes samedi sur le terrain. Et effectivement, le fait de jouer très ouvert, ça a permis aux Stéphanois de faire un travail vraiment très intéressant au niveau offensif. 25 situations dans la surface ou aux approches de la surface de réparation. Il a simplement manqué un petit peu de qualité technique pour donner la dernière passe ou conclure l'action finale, à l'image de Mouefek au bout de 5 minutes, qui cherche à placer sa balle le long du poteau, alors que peut-être c'était plus judicieux de la croiser, mais vous savez, ça se fait tellement vite dans un quart de seconde qu'on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Nicolas. Globalement, tout a été dit, mais c'est vrai que ça a été un match qui a été très intense, notamment physiquement. Ça a été un beau match de part et d'autre, mais quand même l'AS Saint-Etienne a dominé. Et ce qu'il a manqué effectivement pour peut-être se mettre à l'abri un petit peu plus tôt, et puis aussi pour ne pas se retrouver dans une situation où il y a 2-1 à la fin du match et où on a toujours ce risque de prendre un but, c'est de pouvoir conclure finalement un petit peu plus les actions. On tape notamment 2 fois le poteau. C'est peut-être ce qu'il a manqué un petit peu à Saint-Etienne, mais globalement c'était un bon match, c'était quand même assez abouti. Mais manque de réussite ou alors manque de réalisme, manque de ce côté tueur-là? On va pouvoir vous affronter, messieurs, autour d'un petit débat, bien sûr, dans 100% Synthé, dès lors qu'on a des nouvelles concernant la commission consultative quant à la dissolution possible des groupes de supporters stéphanois, bien évidemment, qu'on vous les communique. Dans 100% Synthé, vous aurez la parole aussi, 04 77 10 0010. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% Synthé. Match maîtrisé ou match pas assez réaliste du côté des Verts? On va pouvoir entendre un petit peu vos arguments, messieurs, dans cette émission 100% Synthé. Et Alain, justement, vous vouliez commencer. Vous avez 40 secondes pour nous dire que finalement, cette ASS, prudence. Prudence, parce que c'est une équipe qui est très ouverte et qui a très envie d'attaquer. Et si on ne confirme pas ses actions offensives par des buts, beaucoup plus de réalisme, on est ouvert à des contres ou des inversions de jeu et de situation qui donnent des opportunités à l'adversaire pour marquer. Donc c'est toujours embêtant. Et on l'a vu lorsqu'on a ouvert le score, 5 minutes après, on s'est fait égaliser par un penalty. On a vu également que sur la première action, engagement de Dunkerque, on a été un petit peu surpris et que donc il n'y a aucun match qui n'est facile. Et si nous, avec 25 situations, on ne peut pas conclure, c'est dommageable. Monsieur l'arbitre, le temps est dépassé, mais merci Alain de ce bel argumentaire. Tout d'abord, effectivement, 2-1 face à l'USL Dunkerque avec 20 situations de tir, on se dit c'est peut-être un peu juste. Joris, vous, on a gagné, non ? Ouais, je vais retenir quand même l'essentiel, cette victoire que les Verts sont vraiment allés chercher, déjà de la part du coach qui a encore osé faire des changements, changer son animation en cours de match pour aller chercher cette victoire. C'était pas facile, on commençait à voir la montre tourner et les Verts qui restaient un partout, et David Ashvili a su forcer le verrou. Et certes, je trouve qu'il y a eu un petit peu de manque d'efficacité, il y a eu aussi un manque de chance. Je pense que celle de Le Cardinal peut finir au fond avec un peu plus de réussite, elle tape le poteau. Et j'ai trouvé que quand même les Verts avaient été dans la maîtrise sur la fin de match. On n'a pas trop tremblé après le but de David Ashvili. Donc cette équipe dunkerquoise, il ne faut quand même pas sous-estimer, c'est une belle équipe. Et je trouve qu'être déjà allé chercher cette victoire de 2-1, c'est déjà pas mal.
Un beau débat qu'il va falloir arbitrer, mon cher Nicolas Georgeot, à vous. C'est une tâche bien lourde, Martin, que j'ai là. Bon, je vais finalement me baser un petit peu sur mon propre ressenti pour le faire. Je serais peut-être un petit peu plus de l'opinion de Alain quand même, de dire que on a peut-être eu un petit peu de mal justement à conclure les actions, les occasions qu'on a pu avoir, et que ça aurait pu être dommageable parce qu'on reste toujours à portée de fusil de cette équipe dunkerquoise. Mais comme je suis homme de consensus, j'ai aussi envie de dire que malgré tout, nous avons réussi à gagner. Le match nul, le fameux match nul. Malgré tout, nous avons tout de même réussi à gagner. Ça fait 9 matchs de rang sans défaite. Et c'est donc quand même là l'essentiel. C'est un homme de paix, Nicolas Georgeot. D'ailleurs, je le Avant marque, tout, je suis un pacifiste. Qui ne veut frustrer personne. Parlons peut-être plus neutre et écoutons peut-être ce que Philippe Montagny en a pensé de cette rencontre. Lui est vraiment dithyrambique. Écoutez. Pour moi, c'est peut-être le meilleur match qu'on ait fait parce qu'on a une équipe difficile à jouer, vraiment une très bonne équipe. Mais on a quand même dominé les débats, et même si avec un seul but d'écart, c'est toujours sur la corde raide. Dans l'ensemble, on a eu la main mise quand même sur le match, on a touché 35 fois le ballon dans la surface adverse contre 15 de notre adversaire, on a eu des situations. Quand on menait 2-1, on a continué à accélérer. À la fin, on continue d'avoir le ballon dans leur camp, donc c'est quand même un match... maîtrisé, qui a été dur mais qui était maîtrisé. Les fameuses expected goals, Alain Blachon. C'est vrai que les stats, on ne connaissait pas de notre temps. Ouais. Mais il les aime bien, hein, Philippe. Non, Montagny, mais c'est important de s'appuyer dessus pour rassurer. Et Philippe en joue beaucoup, parce que je pense qu'il a une certaine... très belle expérience, il connaît le football, donc c'est sûr qu'il peut faire des analyses beaucoup plus pointues, aussi bien positivement que négativement, mais là il a envie de positiver pour donner du corps à son équipe, de l'enthousiasme, de la confiance, et les statistiques lui donnent raison. Et effectivement, quand on dit qu'on a 35 occasions de but, enfin situations devant la surface, c'est un signe. Elle lui donne raison sur le plan offensif, mais quand on voit un Aymen Mouefek très aiguisé offensivement et en même temps avec des trous d'air au niveau du milieu de terrain défensivement, on ne peut pas non plus parler peut-être d'un match référence maîtrisé de bout en bout, comme on aurait aimé qu'il le soit face à une équipe de Dunkerque. Je ne sais pas, Alain. Oui, c'est clair que Aymen a joué très haut, quasiment comme un deuxième attaquant, ce qui a laissé des espaces à cette équipe dunkerquoise qui sait bien manipuler le ballon et qui, lorsqu'elle était en possession de la balle, a trouvé des espaces et des intervalles qui étaient très intéressants pour eux, surtout que c'était des intervalles qui allaient dans le sens du but. Nicolas. D'autant plus que du côté de Laval, il y avait un excellent milieu de terrain. Dunkerque. De Dunkerque, oui, pardon. J'ai tout mélangé d'un coup. De Dunkerque, donc il y avait un excellent milieu de terrain, en l'occurrence Enzo Bardelli, qui justement, dès qu'il avait des espaces, il les prenait, et derrière, ça pouvait faire extrêmement mal. Joris. Ouais, et puis on sait que c'est des équipes comme ça qui peuvent à la fois convenir à l'AS Saint-Etienne, parce qu'on l'a dit, c'est des équipes qui jouent, donc ça laisse des espaces. Les Verts ont eu beaucoup plus d'occasions face à Nancy et Grenoble, par exemple, parce que c'est une équipe qui jouait beaucoup plus. Mais à la fois, qui dit équipe qui joue, équipe qui peut mettre en difficulté. On l'a vu, quand les Verts se faisaient aspirer sur ce premier pressing et qu'ils n'arrivaient pas à récupérer ce ballon, derrière, forcément, c'était déjà 3, 4, 5 joueurs parfois qui étaient déjà éliminés en une ou deux passes. Et du coup, derrière, ça laissait un peu des boulevards. Mais franchement, moi, je le disais en introduction, c'est des matchs que j'aime voir et je préfère ça. Une AS Saint-Etienne qui prend encore des risques face à un adversaire qu'on a pris aussi, que des matchs ultra fermés où il faut s'en remettre à des frappes lointaines ou parfois un coup de dé dans les dernières minutes. Là, on a vu un vrai match et je pense que c'est des équipes comme ça qui, je l'espère, si on arrive à notre objectif de fin de saison, on jouera plus des équipes qui joueront dans le style de Dunkerque la saison prochaine que des équipes qui fermeront le jeu. Donc c'est déjà travaillé que de jouer des équipes comme ça. Si monter il y a à la fin de la Exactement. saison, bien sûr. Victoire en tout cas 2-1 pour l'AS Saint-Etienne face à l'USL Dunkerque. On s'en rapproche de cet objectif-là. Vous écoutez ici Saint-Etienne Noir, 100% Saint-Etienne. On va parler peut-être des autres top et flop. On a pu parler un petit peu d'Aymen Mouefek. Mais sur le podium, je crois qu'il y a 3 joueurs. Lucas Tassin, Zoriko Davitashvili et le Cardinal. Ici Saint-Etienne Loire, 100% Synthé. Bienvenue dans 100% Synthé à la radio et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si tel n'est pas le cas sur notre page YouTube. Et également, on va parler de ces tops, de ces flops. Vous pouvez voter sur le site envers-et-contre-tous.fr pour ça. Joris, les notes et notamment les tops.
tous au-dessus de 6 et en les personnes de Stassin, Davide-Ashvili et le Cardinal. Le Cardinal, ouais, pas dans le bon ordre. Stassin, le Cardinal, Davide-Ashvili, bon, ça se joue à des centièmes, donc pour le coup c'est très serré. Et Philippe Montagnier d'ailleurs arrive juste derrière avec 6,1, donc très belle note encore pour le coach stéphanois. Je pense que les supporters ont apprécié sa capacité d'adaptation. Encore, ça n'a pas été facile, il a fait des changements peut-être un petit peu plus tôt que prévu, donc ce qui aurait pu d'ailleurs valoir en fin de match quand on a vu que Gauthier Larsonner se tenait un petit peu la cuisse, il n'y avait plus de sessions de changement disponibles. Alors il y avait 4 changements qui avaient été effectués, mais toutes les sessions utilisées. Donc ça aurait pu porter préjudice à la Saint-Etienne pour le coup. Bon, heureusement Gauthier Larsonner a pu se relever. Mais ouais, donc des belles notes. Globalement, c'est quasiment que des belles notes. Nous, dans la presse, on est, avec nos confrères du programme, on n'est pas descendu en dessous de 5. Il y a eu des flops du côté des supporters qui ont moins aimé certaines prestations, notamment d'Irvine Cardona. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est des belles notes et c'est Stassin qui est récompensé le plus. Je pense qu'il est récompensé à la fois pour son but, mais aussi pour son travail défensif. On l'a encore vu très actif, l'attaquant stéphanois. Alors, Stassin, Davide-Ashvili, effectivement, les buteurs. Le Cardinal, à la fois aussi pour son travail défensif, toujours le patron de cette défense, Julien Le Cardinal. Peut-être aussi pour ses dépassements de fonction, Nicolas ? Oui, Julien Le Cardinal, clairement le nouveau patron de cette défense stéphanoise depuis qu'il est arrivé cet hiver. Ils font vraiment bien la paire avec Michael Nadé. Là, ça a bien fonctionné dans ce retour en 4-3-3. Et pour ses dépassements de fonction, sûrement aussi un petit peu, puisqu'il a quand même été très dangereux avec notamment cette très grosse occasion et cette parade de Mathis Niflor, main opposée, qu'il faut aussi souligner, parce que c'était quand même un arrêt exceptionnel ou en tout cas de très haute volée. Un autre défenseur que vous vouliez mettre à l'honneur, je crois qu'il n'est pas dans les tops ni les flops, c'est Kevin Pedro. Moi j'ai quand même bien aimé. Alors j'ai vu que les notes étaient peut-être pas forcément aussi dithyrambiques disons, mais je l'ai trouvé quand même assez intéressant, notamment d'un point de vue offensif. Il a quand même fait beaucoup de montées, j'ai trouvé très présent. Voilà. Après défensivement, il n'a pas non plus fait un match extraordinaire, mais j'ai l'impression qu'il a plutôt fait son match, donc je l'ai trouvé pas mal, Kevin Pedro. Oui. Alain, sur solide. Il est solide, c'est un jeune joueur, il faut le retenir. C'est sa première saison en professionnel. La multiplication des matchs, depuis sa titularisation, il n'est pas sorti du terrain, donc ça c'est important. Et, il faut le retenir, vous avez dit, parce qu'il y a déjà des rumeurs sur un possible transfert, en tout cas un intéressement des autres clubs ailleurs. Certainement, un jeune joueur de ce talent-là ne laisse pas... indifférent, donc voilà. Ensuite, c'est un bon joueur défensivement. Mettons sur le penalty, c'est pas lui qui est en mauvaise position, c'est plutôt Boaké qui ferme mal l'angle et qui doit obliger l'adversaire à partir sur le côté en direction du corner. Et l'attaquant adverse profite de cette mauvaise position de Boaké, alors que Petro avait bien fermé le jeu et surtout l'intérieur pour obliger l'adversaire à partir sur le côté. Et j'ai bien aimé sa prestation tout au long du match. Augustine Boaké aussi avec Irvine Cardona qui écope de la deuxième période, je crois. Ouais, au niveau des internautes. Après, nous, personnellement, on lui a mis la moyenne parce qu'il est quand même aussi impliqué sur le but stéphanois, le premier. C'est lui qui gratte ce ballon sur le pressing. Après, c'est vrai que sur le penalty, il a une défense un peu d'attaquant sur ce penalty. On sent que c'est pas un joueur expérimenté défensivement de par son poste. Ça peut se comprendre. Et c'est vrai que c'est une faute un petit peu naïve dans la surface. Qui coûte cher, mine de rien, ça coûte un penalty. Mais bon, après, je trouve que ça témoigne aussi de cette AS Saint-Etienne version Montagnier où les offensifs, même s'il est rebasculé dans le milieu de terrain, Augustine Boaké, ces offensifs qui veulent défendre. Et franchement, voir un retour comme ça dans sa propre surface de réparation d'Augustine Boaké, c'est quand même, je trouve, un bon signe. Même si là, il n'a pas fait le bon geste, c'est quand même un signe positif pour les Verts. Augustine Boaké, on parlait du ballon qu'il a gratté pour le premier but stéphanois. Deuxième ballon gratté pour le deuxième but stéphanois. En revanche, il y avait faute, non Mahmoud Jabber, vous avez revu les images, Alain ? J'ai revu les images, c'est vrai que pour les Dunkerquois, il peut y avoir faute, mais moi je trouve que Jabber a fait un très bon pressing et a fait une belle intervention sur le ballon. Et après, malheureusement,
le pied avec le crampon glisse sur la cheville de l'adversaire. Quel dommage. Et c'est vraiment dommage. Oui. Malheureusement, le crampon glisse. Non, en vérité, effectivement, bien joué. Un poil en retard. En vrai, ça peut siffler. Moi, je l'ai revu. C'est vrai que je trouve qu'il touche le ballon, c'est indéniable. Mais disons que déjà, il passe un petit peu à côté du ballon. Il le touche, mais il le freine, on va dire, ce qui permet après à Davitashvili mais il le dégage pas loin devant. Donc déjà, on voit le ballon qui bouge pas trop. Donc pour les Dunkerquois, on peut se poser la question, même s'il le touche, parce que si le ballon il l'avait pas touché, il serait parti. Et après, c'est vrai qu'il prend tout, Jabber, à ce moment-là. Donc en vrai, pour moi, c'est pas scandaleux si l'arbitre siffle sur cette action-là. Et on peut comprendre que les Dunkerquois ça aurait été à l'inverse. Je pense qu'on l'aurait un petit peu aussi mal pris. Et c'est pour ça que quand on parle des erreurs d'arbitrage, on en parle souvent ici à ce micro. Ouais. Il y a eu des erreurs d'arbitrage en défaveur de l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison. Et notamment sur ce match, il y avait un penalty aussi qui n'a pas été sifflé. Oui, en plus, il y a une main qui est flagrante dans ce match-là, sur un centre de Lucas Tassin. Mais voilà, il faut toujours penser que généralement, ça peut arriver, mais que ça ne s'équilibre pas. Mais généralement, sur l'ensemble d'une saison, ça va s'équilibrer et tout rentre un peu dans l'ordre. Sur ce match-là, au final, si faute il y a, ça s'est équilibré. Effectivement, avec le penalty non sifflé lors de cette deuxième période de cette rencontre qui s'achève sur un 2-1. L'AS Saint-Etienne toujours deuxième et désormais 3 points d'avance sur Le Mans. Ça aussi, il faudra le regarder, messieurs, le classement, parce que plus que 4 matchs à jouer. Le prochain, c'est face à Bastia. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où. Si, à Bastia. Ah, Bastia ? Ouais, Bastia, ouais, c'est tranché depuis mercredi dernier. La commission de discipline a fermé la tribune est du stade Armand Césari, mais la rencontre aura bien lieu à Bastia, sans supporters stéphanois et sans la tribune est du stade Armand Césari. Alors, mes excuses, j'étais passé à côté de ça. Bon, tant mieux. En tout cas, Jérémy Marié pourra aller en Corse et il sera très content. 18h33, 100% synthèse poursuit. On va bien évidemment parler aussi de l'autre actu des Verts. En plus de cette victoire de l'AS Saint-Etienne, c'est aussi la procédure de dissolution des groupes ultra-stéphanois. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Dissolution or not dissolution, that is the question, bien sûr, avec l'avis de la commission consultative qui s'est réunie à 14h aujourd'hui même, qui a dû se terminer sur les coups de 17h. Nicolas Georgiou, pas plus d'infos encore pour le moment. Avis consultatif qui sera déterminant. Ça, on le verra peut-être dans la prise de décision du ministère de l'Intérieur pour dissoudre ces groupes de supporters ultra. Oui, Martin, vous l'avez dit, commission qui a eu lieu cet après-midi. Alors, ensuite, est-ce que l'avis de la commission sera ou non entendu ? Ça, ce n'est pas certain. Ce qu'on peut retenir surtout, c'est que l'an passé, l'avis de cette commission avait été défavorable à une dissolution et derrière avait été entendu par le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur avait notamment entendu ce qui avait été dit par le club, le fait de donner des garanties qu'il n'y aurait plus de violence, parce que c'est notamment ce qui est reproché. Rien ne dit pour autant, parce que c'est bien dit dans le nom de la commission, elle est consultative, que le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Laurent Nunez, écoutera les recommandations, quelles qu'elles soient, de cette commission, qui pourrait donc rendre son avis dès ce soir et le rendre public dès ce soir, ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. 04 77 10 0010 pour nous appeler. Qu'attendez-vous de cet avis de la commission consultative pour la dissolution ou non des groupes de supporters ultra? On attend vos appels. Joris, est-ce qu'on peut peut-être rappeler aussi les différents événements qui se sont passés ce week-end? Des manifestations, des rassemblements en coulisses avec les responsables de l'AS Saint-Etienne, les responsables politiques également? Ouais, exactement. Déjà, ce que je peux vous dire sur le direct, ce qui se passe actuellement, c'est que ça a pris du retard, en tout cas, cette commission. On annonçait des passages 14, 15, 16 et certains groupes viennent juste de sortir de la commission à l'instant. D'accord. Donc, c'est pour ça que pour le moment, ça n'a pas filtré. Il n'y a pas encore d'informations concernant d'avis favorables, défavorables. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je vois que sur les réseaux sociaux, ça s'active un peu. Il y en a qui disent plus ça prend de temps, plus ça sent mauvais. En vrai, non, c'est juste qu'il y a eu un peu de retard. Les débats ont peut-être été plus longs que prévu, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a rien qu'à filtrer. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, en tout cas, tous les groupes viennent de terminer désormais. Maintenant, c'est fini. Donc l'avis sera rendu certainement dans les prochaines heures. Et au niveau des événements, il y a eu pas mal d'événements ce week-end. Rassemblement à 16h30 qui a vu plusieurs milliers de Stéphanois défiler. Il y avait un énorme cortège. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, c'était quand même vraiment impressionnant. Et après, réunion avec le club. Donc le club, donc notamment les dirigeants de Kilmer, mais aussi les dirigeants un
petit peu plus anciens, que ce soit Jean-François Soucas, Samuel Rustem, le SLO, aussi la sécurité qui gère le DSS, celui qui gère la sécurité entre la SS et les supporters. Donc il y avait pas mal de monde. L'AS Saint-Etienne, ce qui est important, ça a été souligné par les supporters, est vraiment derrière ces deux groupes de supporters. Donc ça, c'est un gros appui pour les Green Angels et les Magic Fans. Et aujourd'hui, la ligne défensive, en tout cas, était la même du côté des supporters et de l'ASS. Donc ça, c'est quand même déjà un gros point positif pour les supporters, parce que ça aurait pu arriver que le club ne soit pas du tout en accord avec ces deux groupes. Et ça en dit long d'ailleurs, parce que si les deux groupes ne se cachent pas parfois de quelques débordements, de certains incidents, d'avoir le club comme ça à ses côtés, ça veut dire que le club sait ô combien c'est important d'avoir ces deux groupes derrière soi. Je crois m'en rappeler même que pour la deuxième mi-temps de ASS Dunkerque, Nicolas, vous étiez en retard parce que on vous tenait la jambe pour vous dire que l'ASS était bien derrière les groupes de supporters. Oui, en gros, oui. Non, mais c'est important aussi de le signaler. Vous avez raison, trêve de plaisanterie, Alain. Ce que cette dissolution-là, ou en tout cas cette procédure de dissolution-là des groupes ultras dit aujourd'hui, elle parle du football ou elle parle du contexte politique du moment ? Je pense que c'est plutôt le contexte politique, parce que les ultras, ils font rien de mal, c'est pas méchant, et c'est des associations qui sont indispensables à la bonne humeur d'un stade de football. Ça met de l'ambiance et c'est orienté sur le soutien de son équipe avant toute chose. On n'est plus au stade des hooligans où on cherchait la bagarre et tout ça. On voit bien que les Stéphanois, même actuellement, je veux dire, j'ai connu moi des supporters, enfin des stades pleins avec des supporters qui étaient très exigeants. Et dès que vous faisiez une mauvaise passe, vous étiez sifflé et tout. Là, ici, ils sont magnifiques. De la première à la dernière minute, bien joué, pas bien joué. Les gars, ils font leur truc. Ils mettent de l'ambiance. On a vu que sur ce match-là, sans Cop Sud, c'est phénoménal, parce qu'on envoie la tribune latérale, Henri Point, à fond. Donc, Enfin, je dis que c'est indispensable de conserver les groupes ultras. Nicolas, vous aviez interviewé un sociologue qui justement était intervenu sur cette question-là, Nicolas Ourcade, qui a pu justement nous répondre sur pourquoi finalement ces groupes de supporters ultras de l'AS Saint-Etienne sont visés plutôt que d'autres. Pour lui, en fait, le dossier était déjà sur la table depuis l'année dernière. Moi, je pense que c'est simplement une question d'opportunité. Étant donné le contexte politique, il y a la volonté du gouvernement de frapper fort sur tout un ensemble d'incivilités, de débordements. C'est le sens du projet de loi Riposte qui a été proposé par Laurent Nunez récemment. C'est le sens des dissolutions de groupes violents qui vont être proposés sans doute dans les prochaines semaines. Et il se trouve qu'il y avait sur la table, côté supporters, le dossier des Magic Fans et des Green Angels qui était ouvert, et c'est dossier qui a été repris. Je pense qu'il n'y a pas à chercher au-delà, mais on peine véritablement à comprendre, quand on voit la situation du supporterisme en France de manière globale, pourquoi les groupes stéphanois seraient les deux groupes les plus dangereux à l'échelle nationale. Oui, je vois que vous hochez la tête, Alain. Rien à dire. Confirme. Ouais. Non, mais Joris, c'est tout simplement... comment dire, un concours de circonstances. Voilà, le dossier était ouvert depuis l'année dernière, il était en suspens. Aujourd'hui, il y a eu, je me permets de le dire parce que Nicolas Ourcade a cette lecture aussi de l'événement, a retrouvé toute son intervention sur ici.fr sur la page de cette émission. C'est aussi les circonstances politiques, la mort de Quentin Derenque qui effectivement amorce un plan de répression de ces violences-là, et notamment dans le monde du football. De toute façon, oui, c'est une décision qui est fondamentalement politique, puisqu'elle vient du ministre de l'Intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle de décision politique, parce que c'est justement une décision qui est voulue politiquement. Il y a cette volonté de dissoudre les groupes violents, et les groupes ultras se sont retrouvés cette année, malgré eux, englobés dans toute cette volonté de sévérité du gouvernement. Je dis malgré eux parce qu'il n'y avait pas eu plus qu'auparavant. Alors attention, on voit ce qu'on dit, ce qu'on a toujours dit. Il y a eu des débordements.
C'est pas nouveau dans le phénomène du supporterisme. Il n'y en a pas eu plus qu'ailleurs du côté de Saint-Etienne. Pourquoi les deux associations de l'AS Saint-Etienne ont été visées ? Ça, malheureusement, c'est qu'entre les mains du pouvoir politique. Et je suppose que le fait que la saison passée, c'était ces deux associations qui avaient été visées. On se souvient que d'abord, il y avait un premier coup de filet qui prévoyait 7 ou 8 associations. Au final, on s'était concentré sur les deux stéphanoises plus un groupe du Paris FC, mais qui était un groupe plutôt hooligan, pour le coup, qui avait été dissous d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une volonté du côté du gouvernement de taper sur quelque chose de très populaire. Et on sait, je pense, du côté du gouvernement, que si on arrive à faire les Magic et les Green, derrière, c'est porte ouverte pour faire toutes les autres associations. Et on sait qu'on est dans une vague quand même assez répressive, que ce soit dans la société en général ou même dans les stades. Et je pense que le gouvernement sait ce qu'il fait en faisant ça. Et que s'il arrive à faire les Green Angels et les Magic fans, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une mobilisation énorme dans toutes les tribunes françaises. On a quand même vu hier une banderole dans le virage nord du Parc OL. Franchement, pour qu'on voit ça, c'est que c'est quand même quelque chose. Ça signifie qu'il y a quand même péri dans la demeure du côté des supporters en France. Les supporters, ils sont pleinement conscients que si les Green et les Magic sont dissous aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, ça ne sera pas les seuls et ça sera les premiers d'une vague qui sera certainement énorme. Nicolas ? Oui, parce que ce qu'il faut aussi bien préciser, c'est que il y a donc eu ces 3 groupes l'année dernière qui étaient visés, donc les 2 de la Saint-Etienne, et donc ce groupe aussi du Paris FC. Mais je vais reprendre aussi ce qu'a dit Nicolas Ourcade. Alors là, on l'a pas forcément entendu, mais Joris l'a dit, c'est un groupe qui était hooligan. Et il faut vraiment bien faire la différence entre ce que sont les hooligans, c'est-à-dire des groupes violents vraiment, et les groupes ultra, qui sont juste des groupes qui supportent partout en France quand il y a des déplacements, et puis aussi évidemment au stade, leur équipe, même si effectivement, on l'a dit, voilà, il peut y avoir des débordements. Mais effectivement, ça s'inscrit vraiment dans un cadre, dans un contexte politique, et ça fait suite à l'affaire Quentin Derenc. Il y a cette volonté de durcir globalement en fait les sanctions contre les groupes violents, et donc notamment à travers le football, et donc via ce projet de loi Riposte dont parlait Nicolas Ourcade, qui est aussi un projet de loi un petit peu plus global. Ça vise pas que le football, mais en gros l'idée c'est je cite ce qui a marqué sur le site du ministère, une réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. Donc ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et puis, ce qu'on avait aussi précisé Nicolas Ourcade, c'est que si l'AS Saint-Etienne était visée, c'est que peut-être, on peut le supposer en tout cas, c'était aussi lié aux événements qui avaient eu lieu lors de la première descente, lors du match AS Saint-Etienne à Auxerre, où là, pour le coup, il y avait eu des débordements extrêmement importants et qui sont restés en mémoire, disons. Ouais, Nicolas Ourcade, son intervention de ce sociologue à retrouver sur ici.fr. On va continuer cette émission 100% synthé. C'est, messieurs, un petit peu bizarre de parler autre chose que du ballon dans cette émission-là. Forcément, dissolution des groupes de supporters, contexte de dissolution des groupes de supporters ultra oblige. On est ensemble dans cette émission 100% synthé. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 04 77 10 00 10 pour réagir. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Vous écoutez votre radio locale et l'actu des Verts, c'est bien évidemment la menace de la dissolution des groupes ultra de l'AS Saint-Etienne. Une dissolution contre laquelle prend position Aymen Mouefek. Il nous en disait plus dans l'après-match de l'AS Saint-Etienne face à l'USL Dunkerque. Écoutez. C'est difficile pour nous de pouvoir faire la part des choses parce qu'on aimerait à notre niveau faire le maximum pour que le Chaudron ne se dissout pas. On sait que c'est compliqué. C'est dommage, c'est très malheureux ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose de dissoudre les COP. C'est un sujet très compliqué en tout cas. Il faut qu'ils sachent qu'on est de tout cœur avec eux, qu'on fera le maximum pour les soutenir. Tout ce qu'on a à leur dire, c'est de ne pas lâcher et que nous, on sera derrière. On fera le maximum aussi pour que le Chaudron reste le plus longtemps uni. Aymen Mouefek, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire de dissoudre le Chaudron. Voilà ce qu'il disait dans l'après-match. Hamid nous appelle de Firminy. Bonsoir Hamid. Oui, bonsoir. Vous êtes supporter, pas forcément pour la dissolution, mais pas forcément contre le gouvernement non plus. Expliquez-nous. Ce qui se passe maintenant dans les stades avec les supporters, ils n'arrêtent pas de jeter les fumigènes, ces bagarres. Chaque fois que le club ils prennent des amendes, j'ai l'impression qu'ils recommencent encore. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris, justement.
Alors c'est intéressant quand même de parler des fumigènes parce que justement c'est un débat qui revient souvent sur les réseaux sociaux, notamment quand on parle de dissolution. Il faut savoir que dans le dossier de dissolution, il n'est aucunement mentionné le fait des fumigènes. Ça reste des incidents qui coûtent au club, on l'a vu, des huis clos partiels, parfois des amendes, mais ça n'a rien, la dissolution n'a rien à voir avec les fumigènes. C'est pas des faits de violence qui sont invoqués. Donc pour le coup, par exemple, les fumigènes qu'on a vus en Coupe Nord ce week-end ne desserviront pas les Magic fans dans leur sort de dissolution. Donc voilà, faut pas non plus tout mélanger. Les fumigènes dans les stades, c'est un débat. On peut être pour, on peut être contre. Je pense que tous ceux qui ont vu l'animation des Magic ce week-end diront que c'était magnifique. Alors il y en a certains qui diront oui, mais les fumigènes c'est dangereux. C'est un débat. Et en vrai, ça, je pense que chacun a son avis et chaque avis se respecte finalement. Mais après, faut pas tout mélanger non plus. La dissolution n'est pas due au craquage de fumigènes des Green Angels et des Magic fans. Elle est voulue par le gouvernement qui voudrait dissoudre ces groupes parce qu'ils considèrent que ce sont des groupes qui ont pour objet social la violence. Je pense... c'est ça, surtout ça, des bagarres qu'il y a eu à Grenoble, il y a pas mal de... Voilà. Ouais, bien sûr. Alors après, voilà, la violence, les supporters ne s'en sont jamais cachés. Il y a eu des incidents où ils ont été mêlés à de la violence. Après, pour tous ceux qui connaissent les Magic et les Green de près, franchement, qualifier les Green et les Magic de groupes qui ont pour objet la violence, ce serait quand même très 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 réducteur. Moi qui ai fréquenté les COP de Geoffroy Guichard, c'est avant tout de l'animation qui est faite, ce qui permet au Chaudron aujourd'hui d'avoir 35 000 supporters à quasi chaque match en Ligue 2. Je pense qu'il n'y a aucun club en France qui est capable de faire pareil. Et au-delà de ça, c'est du lien social aussi. Moi, on parle souvent des incidents qui sont créés par les groupes ultras. Moi, je peux vous parler de tous les incidents qui ont été évités par les groupes ultras de par leurs leaders qui interviennent parfois quand il y a quelques embrouilles en tribune. Ça, on en parle un peu moins. Et puis aussi de tout ce qui est fait à côté, notamment des collectes solidaires. On a vu que les Green Angels en ont fait une il y a 2 semaines de ça. Les Magic fans viennent de remettre un chèque de 6 000 € à la Ligue contre le cancer. Donc voilà, faut tout englober et voir ce qu'une dissolution apporterait ou non, mais moi je suis pas persuadé que ça soit une solution, loin de là. Nicolas. Avec peut-être un point intéressant aussi à mentionner, c'est les arguments qui sont déployés par les ultras de dire que s'il y a des sanctions, ça ne changera rien en ce qui concernera les comportements violents, puisque ce sont souvent des comportements individuels. Pour les bagarres de Troyes et de Grenoble, c'est aussi les arguments qui sont avancés. Et je vais vous renvoyer à l'interview qu'on a diffusée ce matin de Pierre Barthélémy, leur avocat, c'est sur notre site ici.fr. Par contre, ce qui est aussi mis en avant, c'est que justement sur les actions solidaires, là par contre ça ne sera plus possible de les faire comme avant, et donc effectivement on se retrouvait plutôt dans une situation où ça ne réglerait rien. Alors c'est évidemment les arguments des groupes ultras, mais où au contraire en fait toutes les actions positives par contre ne seraient plus possibles. Merci Amit de nous avoir appelé de Firminy. Alain, le mot de la fin pour conclure cette émission. On est encore dans l'expectative de la dissolution ou non des groupes de supporters ultras. Je voulais quand même vous entendre sur la question. On espère simplement qu'ils vont rester parce que c'est quand même des associations qui sont drivées. Il y a des capis dans les coop qui dirigent et comme l'a dit les intervenants, c'était très important à la fois de maîtriser cette association par les patrons et aussi de souligner que l'aspect social est essentiel dans les coop. Juste dernière question parce qu'elle me brûle les lèvres, mais quelles garanties peuvent apporter en plus aujourd'hui les groupes ultras ? Il y en a pas ? De toute façon, là, la commission, c'est terminé. Donc, les garanties, maintenant, ils les ont avancées, je pense, pendant des rendez-vous qui ont bien duré. Et maintenant, la balle est dans le camp à la fois de la commission, puis du gouvernement. Affaire à suivre, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission 100% Synthé. Joris, Alain, Nicolas, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Et bienvenue sur votre radio ici, Saint-Étienne-Loire.